Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale a été rejeté en commission. C'est donc en toute cohérence que j'arrive devant vous pour défendre cette motion de rejet au nom de mon groupe La France insoumise. J'apprends par contre, en toute incohérence, que certains ne la voteraient pas alors qu'ils ont voté contre ce projet en commission parce que c'est moi qui la défendrai. On m'avait dit de travailler à l'école quand j'étais petite. J'aurais fini médecin et peut-être à droite, ou pas. Ainsi, certains ne voteraient pas cette motion. Hélas, je ne suis qu'une aide-soignante, insoumise, donc ils ne la voteraient pas. Ça s'appelle avoir des convictions à géométrie variable. Pour citer un illustre député, sachez que je ne plierai pas, je ne m'en irai pas en silence, je ne me soumettrai pas, je ne me retournerai pas, je ne me conformerai pas, je ne me coucherai pas, je ne me tairai pas. Et non, chers collègues, je ne renoncerai jamais à vous convaincre, même si vous êtes sortis de cet hémicycle. Que ce soit dit. Si ce texte a été rejeté en commission, c'est parce qu'il ne donne aucun moyen pour sauver notre système de santé au bord du gouffre. Prenons l'exemple de l'article 2. L'Ondam 2023 n'est pas du tout suffisant, on l'a dit l'année dernière. Mais personne ne nous a écoutés et résultat, il faut rajouter de l'argent. Mais la rallonge est toujours très insuffisante, tout le monde vous le dit. Idem pour l'Ondam 2024, c'est pourquoi il faut voter cette motion. Ce n'est qu'une suite logique. D'autant plus pour toutes les personnes ici présentes qui ont applaudi les soignants durant le confinement, car ce texte ne leur rend absolument pas hommage. Donc non, il ne s'agit pas d'un comportement irresponsable. Non, nous ne sommes pas des inconscients. Il s'agit, 1, de respecter la volonté qui s'est exprimée en commission avant l'arrivée du 49.3 et 2, de mettre fin à la casse de notre système de santé. Il y a de très bonnes raisons de rejeter ce texte, d'autant plus dans le contexte très inquiétant dans lequel nous l'examinons. L'hôpital est en crise inédite dont la situation des urgences montre l'intensité. Combien de patients ont trouvé porte close devant l'hôpital? Les appels aux 15 sont totalement engorgés. Alors que faire quand les urgences sont fermées et qu'il n'y a personne au bout du fil? Cette situation vous paraît caricaturale, c'est pourtant ce que vivent de bon nombre de nos concitoyens. Tous les services sont en pénurie de soignants. Récemment, ce sont même les services de néonatologie qui ont fait l'actualité. Pas de lits, pas de personnel pour prendre en charge les nouveau-nés, ce qui met gravement leur vie en danger. Les chiffres sur la mortalité infantile publiés récemment nous ont d'ailleurs tous choqués, car en France, en 2023, ils augmentent. Je vous parle aujourd'hui au nom de toutes ces familles qui vivent un cauchemar. Poursuivons en parlant des EHPAD. Les multiples alertes n'ont rien donné. La maltraitance institutionnelle est toujours le quotidien des résidents et des soignants. Le privé lucratif, lui, continue de distribuer des dividendes, pendant que les résidents n'ont même pas le droit à une toilette réglementaire et sont rationnés. Décidément, leur grille fait recette, y compris avec l'argent public. L'état de la santé mentale de nos concitoyens est alarmant. Nous croisons tous dans nos permanences des personnes déprimées, anxieuses et désespérées de ce que vous leur faites subir. Plus d'un quart des Français consomment des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères et autres médicaments psychotropes. Et que dire de la santé mentale de nos enfants si dégradés? En établissement psychiatrique, c'est aussi la fermeture de lits, le manque de personnel et parfois la contention faute d'autres moyens. Vous avez des troubles, vous faites une crise, il n'y a personne pour s'occuper de vous. Ce sera donc la contrainte physique ou médicamenteuse. Bienvenue en France en 2023. Regardons aussi ce qu'il en est de la santé au travail. Les accidents du travail sont légion et l'exposition aux risques psychosociaux est de plus en plus élevée. Nous avons vu encore cet été des personnes obligées de travailler sous des chaleurs caniculaires. Les conséquences sur la santé sont dramatiques. Peu importe. Pour vous, chacun doit être au travail à tout prix. Et maintenant, en nous forçant à travailler 2 ans de plus après votre réforme des retraites que ce PLFSS continue à mettre en œuvre. Pendant ce temps, la France est aussi devenue un désert médical géant dans lequel les patients ne trouvent même plus de médicaments. Pénurie d'amoxicilline, pénurie de traitements pour les maladies chroniques, pénurie de vaccins contre la bronchiolite, et j'en passe. Nous sommes sollicités quotidiennement par des personnes paniquées de ne pas trouver leur traitement. On atteint des sommets quand votre solution à la pénurie est de demander qu'il ne soit plus prescrit. Le ridicule serait presque risible si ce n'était pas aussi grave. Et quand je prends l'exemple de la cortisone dont tant de gens ont besoin, aucune réponse. Également, le non-recours aux soins atteint des chiffres jamais vus. Faute de moyens ou de services de proximité, les gens renoncent à consulter, à se faire dépister et bien sûr, dans un cercle vicieux infernal, tout cela aggrave d'autant plus leur état de santé.
Dans votre monde, de la naissance à la mort, personne n'est épargné. Il n'y a qu'un seul mot pour qualifier votre bilan, la catastrophe. Et ce PLFSS ne fera qu'aggraver la situation. C'est pourquoi je défends avec vigueur cette motion de rejet. Pour 2024, c'est l'austérité maximum. Notre système de santé ne survivra pas à votre politique. Cette année, nous l'avons tous vécu dans nos territoires. Fermeture des urgences, fermeture de services, de maternités et j'en passe. Nos concitoyens manifestent encore et encore pour sauver ce qu'il reste de leurs services de santé, mais vous n'entendez rien. C'est aussi cette colère qui s'est exprimée lors du rejet de votre texte en commission. Pour la branche autonomie, un financement très loin des besoins établis par tous les rapports. Rien que pour aboutir à un ratio personnel résident correct, il faudrait 10 milliards d'euros de plus selon le rapport Fiat-Ibora. Vous prévoyez à peine 4 milliards d'ici 2027. Il serait temps de nous donner le rapport que nous avons voté l'année dernière dans cet hémicycle, ou bien est-il si embarrassant pour vous? Tout ce que vous savez faire, ce sont de beaux cadeaux à l'industrie pharmaceutique. Par contre, pour les plus fragiles, les plus précaires, c'est la double peine. Il paraît que vous auriez abandonné le projet d'augmenter les franchises médicales, tant mieux. Nous espérons vivement que cette augmentation du reste à charge ne reviendra pas par la fenêtre, notamment par voie réglementaire. Dans la partie dépenses, c'est aussi l'avalanche de mauvaises idées. Diminuer les arrêts de travail soi-disant non justifiés en contrôlant toujours plus les malades et les médecins qui font leur travail. Rien pour le handicap, des miettes pour les victimes d'accidents médicaux, rien pour la psychiatrie. Triste état des lieux, mais non, vous avez l'air content et motivé pour vite, très vite, accélérer et continuer de foncer dans le mur. On s'interroge alors sur votre incompétence. Peut-être que vous pourriez du coup écouter la multitude de propositions que nous vous faisons, j'y reviendrai, pour améliorer la situation. Mais non, car la réalité est ailleurs. La situation de notre système de santé relève de choix politiques délibérés. Oui, notre système de soins subit depuis 30 ans les conséquences de politiques austéritaires. Les logiques capitalistes ne laissent aucune place au bien-être des individus. Pour vous, c'est la politique du chiffre qui compte sans vous soucier des êtres humains qu'il y a derrière. Depuis des décennies, vous faites de la santé un marché sans vous préoccuper de l'essentiel et vous aggravez sciemment le sous-financement chronique du système de santé. L'épidémie de Covid aurait pu vous servir de leçon. Vous venez d'ailleurs d'être condamné pour mauvaise gestion de stock des masques et mauvaise communication sur leur utilisation. Mais non, vous ne vous remettez jamais en question. La loi de financement de la sécurité sociale est une invention bureaucratique qui, loin d'être une boussole pour améliorer la santé de nos concitoyens, est au contraire une contrainte budgétaire derrière laquelle vous tentez de vous cacher. L'industrie pharmaceutique s'accapare la santé avec votre bénédiction. Elle décide du tout, des prix des médicaments, de leur quantité de production, de leur acheminement jusqu'au plus offrant. Vous faites le droit dans son intérêt, puis vous l'encouragez avec les fonds publics. Sanofi bénéficie chaque année de millions de crédits d'impôt recherche pour finalement licencier ses salariés. Et lorsque leur soif d'argent gâche des milliers de vies, vous regardez ailleurs. Je parle bien sûr du scandale de la Dépakine. Vous fermez des lits d'hôpitaux, mais vous engraissez les big pharma. Vous dites qu'il n'y a plus d'argent pour les EHPAD, mais vous en avez tant à offrir aux cabinets de conseil qui vous aident à privatiser toujours plus notre système de santé. Pas d'AESH, pas de grand plan pour les aidants, rien pour les personnes en situation de handicap, mais des milliards d'exonérations de cotisations pour les entreprises. Tout cela résulte de votre volonté. Vous décidez où vous mettez l'argent et où vous ne le mettez pas, ce qui mérite votre considération et ce qui n'en vaut pas la peine. Vous qui n'avez que le mot responsabilité à la bouche, il est temps d'assumer la vôtre, d'assumer que la marchandisation de la santé, c'est votre programme politique. Il en résulte inévitablement d'une dégradation de ce service public essentiel. Vous comptez les lits, vous comptez les salaires, vous comptez les médicaments, vous comptez les soignants, vous comptez les actes médicaux. Et alors, fatalement, nous comptons les malades, nous comptons les morts, nous comptons les personnes maltraitées. Vous ne voyez pas des patients, mais des consommateurs. Vous ne voyez pas des usagers d'un service public, mais des clients. Et vous répétez inlassablement des éléments de langage en espérant nous tromper. Par exemple, vous dites « les urgences sont tenues ». Mais que signifie tenir quand elles ont été obligées de fermer? Que signifie tenir quand tous les soignants sont épuisés? Que signifie tenir quand tant de patients perdent une chance d'être soignés, voire de vivre? Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Les 5 fédérations hospitalières sont vent debout contre un projet de loi qui acte un plan d'économie jamais vu. Le texte ne convainc pas non plus les instances des différents régimes d'assurance maladie. Nous avons également reçu des alertes de toutes parts, des associations, des professionnels qui n'en peuvent plus, des directions d'hôpitaux qui croulent sous les déficits. Une fois de plus, vous faites l'unanimité, mais contre vous.
Et pour cacher vos fautes, vous vous en prenez aux plus faibles, comme s'ils étaient responsables de leur pathologie ou de leur mal-être au travail. La sécurité sociale est un bien commun que vous ne pouvez souffrir. Alors de PLFSS en PLFSS, vous la détricotez. Vous êtes les architectes de la destruction de notre système de soins. Cela ne peut plus durer, c'est pourquoi il faut rejeter ce texte. Nous proposons une toute autre politique. Nous proposons le 100% sécu, le zéro reste à charge, la fin des EHPAD privés lucratifs, l'augmentation des salaires pour toutes et tous, la fin du numerus apertus, la fin de la maltraitance institutionnelle, la réouverture de lits, une politique nationale en santé mentale, la fin des exonérations de cotisations, le ratio de soignants par résident, un pôle public du médicament et tant d'autres. Vous dites que les milliards ne tombent pas du ciel, mais nous vous avons trouvé l'argent. Par exemple, taxer les milliardaires. Et là, je vois déjà encore vos têtes apeurées, mais il faut leur faire confiance. Si on leur propose, par exemple, mon plan grand âge et autonomie pour stopper la maltraitance institutionnelle avec les résidences seniors telles que nous les imaginons, je suis sûre qu'ils vont se précipiter, non pas pour fuir dans un autre pays, mais pour sortir leur chéquier pour adhérer au projet. Ils ont montré, avec les Restos du Cœur, par exemple, qu'ils sont capables d'être généreux. Alors pourquoi ne pas leur demander? Pourquoi vous en prendre toujours aux plus pauvres? Peut-être parce qu'eux ne peuvent pas fuir. Vous demandez toujours plus, toujours aux mêmes, y compris pour travailler jusqu'à 64 ans. Vous demandez toujours plus à des millions de Français pendant que quelques-uns sont toujours tranquilles. Nous proposons une logique totalement inverse de la vôtre, partir des besoins de santé. Voilà aussi pourquoi nous défendons cette motion de rejet. À tous les collègues, pour vos explications de vote, j'anticipe ce que vous allez dire. Pour ceux qui veulent débattre, et qui vont me dire qu'ils ne peuvent pas voter cette motion de rejet parce qu'ils veulent débattre. Le seul débat qui aura lieu dans cet hémicycle, ce sera de savoir quel jour et quelle heure Madame la Première ministre Elisabeth Borne va annoncer le 49.3. Et nous avons vu la situation en commission. Alors, chers collègues, il nous reste un seul vote. Pas sur ma défense, pas sur mon étiquette, mais sur le fond, la motion. Nous avons supprimé l'Ondam, indigne, et pourtant ce vote ne sera jamais respecté. Alors cessons les hypocrisies avec ce gouvernement, il n'y a aucun débat. Pourtant, personne ici ne refuserait de voter des crédits pour le service public de la santé. Ce que nous refusons, c'est de voter l'austérité au détriment de la santé. La Première ministre va arriver pour dégainer son 49.3 et mettre un peu plus dans le gouffre notre système de santé. Toutes celles et tous ceux qui ne voteront pas cette motion y participeront. Alors, chers collègues, en cohérence, si vous avez voté contre ce PLFSS en commission, votez en cohérence et votez pour cette motion de rejet.